Voilà. Alors, la circulaire donc, du 29 septembre 2015, que maintenant on va appeler circulaire Valls, est intitulée Nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations. Et vous voyez qu'elle fait une articulation entre le texte de la circulaire elle-même et la charte des engagements réciproques. Je vais y revenir. Et nous pensons au CAC qu'elle représente une avancée non négligeable, en particulier au regard de la circulaire qu'elle remplace, celle du 10 janvier 2010, qui était la circulaire Fillon, comme on l'appelait en général. Et alors, elle représente une avancée parce que, d'une part, un certain nombre d'éléments neufs dans cette circulaire sont importants et les associations peuvent s'en emparer. Et bien sûr, il y aura véritablement avancé que si les associations s'en emparent. Et elle est importante pour le collectif des associations citoyennes qui s'est créé justement en 2010 en réaction à la circulaire Fillon, puisque la circulaire Fillon, sous prétexte d'articulation pour aller à l'essentiel entre le droit communautaire et le droit national, tendait à pousser ou à tirer, comme vous voulez, les associations vers le marché, vers la concurrence entre elles d'ailleurs, et concurrence avec un certain nombre d'entreprises privées. Donc elle est importante, notamment aussi pour le CAC, parce que, comme l'a dit Didier, nous avons investi dans le cadre des discussions avec le gouvernement sur cette nouvelle rédaction et investi dans les travaux tout au long de cette élaboration, soit directement au départ, puisqu'au départ on a été invité aux réunions, soit par la suite à travers des alliés, si je puis dire, ou en tout cas des réseaux avec qui nous travaillons, un peu le mouvement associatif, malgré tout, même s'il y avait un certain nombre de questions qui n'étaient pas toujours tout à fait précises avec le mouvement associatif, et puis surtout avec le RTES, qui est un réseau d'élus qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire. Et finalement, ce travail a été payant parce que le texte de la circulaire est meilleur que celui de la circulaire précédente. Et des premières épures. Et des premières épures qui ressemblaient fort à la circulaire précédente. Voilà. Donc, et c'est le sérieux du travail du collectif, son expertise en tout cas sur ces sujets, entre justement articulation entre droit communautaire et droit national notamment, comme d'ailleurs sur la simplification administrative, qui sont la base de la reconnaissance du travail du collectif dans le paysage, j'allais dire, social et institutionnel. Et c'est à la base ce travail sur le fond, cette expertise, de la parole originale et, on peut dire, attendue, si on en juge quand même par rapport au réseau qu'a constitué le CAC et aux associations qui adhèrent au collectif. Donc une parole originale et attendue dans le mouvement associatif. Et je crois que c'est important. J'insiste sur cette nécessité de cette parole un petit peu neuve dans le mouvement associatif parce qu'on a des polémiques, disons, avec certains ou avec certaines à ce sujet qui voudraient nous tirer vers l'acceptation de la crise. Et l'articulation que nous cherchons au niveau du collectif entre justement intervention auprès des institutions, alors là il s'agissait d'une intervention auprès du gouvernement, donc des institutions nationales, mais c'est vrai pour les associations et pour les collectifs locaux, articulation et intervention avec les institutions locales, donc les communes, les départements, les communautés de communes, les métropoles, etc., et sur le terrain. Et puis, au-delà du territoire national, également, intervention auprès des institutions européennes, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion, et l'action sur le terrain, donc sur le travail de fond,
essayer d'avoir un travail qui est à la fois un travail pratique sur le terrain et un travail également théorique avec des chercheurs et des universitaires. Et c'est très important qu'on ait cette articulation-là pour bien comprendre dans quelle situation nous sommes, ne pas avoir un travail hors sol, comme des fois, ou surplombant, comme le font les universitaires quand ils ne sont pas en liaison avec la société civile, mais en même temps s'articuler sur une connaissance de fond de façon à être capable d'argumenter sur le plan, y compris juridique, sur le plan un peu de la philosophie des textes que nous voulons voir mettre à jour. Et de façon également à comprendre la situation dans laquelle nous sommes et à laquelle sont confrontées nos sociétés et les associations aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important que ce travail-là est fait dans très peu d'endroits. On le voit bien du côté des organisations syndicales, elles sont extrêmement en difficulté et elles ont du mal à articuler ces choses-là. Je ne parle pas des partis politiques qui sont complètement en dehors quasiment de la société aujourd'hui, et les îlots entre guillemets, où on fait cette réflexion-là d'aller-retour, si je puis dire, entre un peu les questions de fond et le terrain, ne sont pas si nombreuses, et c'est ce que nous essayons de faire, notamment au collectif avec d'autres, bien sûr, puisque, comme ça a été dit, nous ne travaillons pas tout seuls. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la circulaire, c'était théoriquement le travail de Patricia, mais quand même souligner les points sur lesquels cette circulaire du 29 septembre donc, apporte des améliorations et qui ne sont pas négligeables dans les relations entre les associations et les autorités publiques, les points aussi dont peuvent s'emparer les associations pour développer leur action, faire valoir leurs projets et se retrouver dans une situation meilleure pour développer leur activité. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien voir qu'il ne faut pas séparer, donc, ainsi que le dit le titre de la circulaire, en tout cas de la lettre du Premier ministre, la charte des engagements réciproques et la circulaire du 29 septembre. Et qu'il faut qu'on les lise ensemble. C'est très important. Parce que finalement, le texte politique, c'est la charte d'engagement réciproque. Et les avancées les plus importantes de la charte de l'engagement réciproque, c'est non seulement un engagement de l'État, mais c'est que contrairement à celle de 2001, puisqu'il y en avait déjà une en 2001, elle intéresse également les collectivités locales, les communes, les groupements de communes, les métropoles, les départements, les régions. Et donc c'est tout l'échelon ou le système institutionnel français qui est concerné par ces deux textes, charte d'engagement réciproque et circulaire Valls. Et même si la circulaire Valls, qui est toujours une circulaire de l'État, s'adresse en priorité au service de l'État, il est évident que les collectivités locales, notamment au regard de la charte des engagements réciproques, seront amenées, à mon avis, à la regarder, à s'en saisir et à s'en inspirer, en tout cas pour celles qui le souhaiteront. Et un des rôles des associations, ça sera justement peut-être de faire en sorte que les collectivités locales s'en inspirent très fortement dans leur relation avec les associations. Alors, bien sûr, deuxième réflexion, il s'agit d'un texte d'engagement, ce n'est pas un texte législatif, je pense qu'il faut être clair là-dessus, avec du droit positif, mais ce sont des textes qui peuvent être utilisés pour engager des processus sociaux et politiques nouveaux, à condition de savoir créer un minimum de rapports de force à chaque niveau institutionnel et de savoir utiliser les textes. Et c'est en ce sens-là qu'il y a peut-être une utilité à décortiquer le texte, bien faire voir les enjeux, les avancées, pour que les associations puissent s'en saisir. Alors concrètement, quels sont les points d'appui sur lesquels nous pouvons insister en tant qu'association dans les débats? Alors je ne lis que les têtes de chapitre parce qu'après ça sera développé. La reconnaissance de la diversité associative, c'est très important parce que quand on parle notamment avec beaucoup de monde, on a tendance à voir les associations qui sont employeurs, mais ça ne représente qu'une minorité d'associations.
Et dans la diversité associative, toutes les associations petites, moyennes, qui font plus de la moitié du nombre d'associations en France, sont tout à fait importantes pour le lien social, pour la cohésion sociale, pour la société civile. Une meilleure articulation entre le cadre national et le cadre européen, sans être toutefois suffisante, parce qu'il y a un certain nombre de points de confusion, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Le rappel de la définition légale de la subvention, qui a été obtenu dans la loi sur l'économie sociale et solidaire de juillet 2014, et donc la possibilité de subvention de fonctionnement également, ce qui est important pour les associations. La constitution d'un dossier permanent, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de multiplier ou de faire des photocopies de la même pièce pour la fournir 3 ou 4 fois, des fois d'ailleurs à la même autorité publique, théoriquement. Le recours privilégié à la convention pluriannuelle d'objectifs. L'assouplissement de la règle de l'antériorité, ce qui permet d'engager des associations sans entendre le financement dans la mesure où on a en tout cas des confirmations que l'argent va arriver. La simplification des modèles de convention. L'encouragement de la démarche partenariale et de la co-construction. Une subvention qui est chiffrée en euros et qui n'est plus un pourcentage du total de l'opération sur laquelle on demande de l'argent, et une évaluation qui est plus participative, même si encore il y a sans doute beaucoup de choses à travailler sur cette question-là. Et un guide explicatif doit suivre cette circulaire. Alors on a vu des projets, le guide est aussi intéressant parce qu'il est plutôt dans le sens de préciser un petit peu tous ces points qui sont positifs. Mais il subsiste bien entendu plusieurs questions et qui sont vraiment des questions de fond sur lesquelles là aussi il faut bien comprendre les enjeux pour qu'on puisse les articuler avec nos demandes à partir des avancées pour que on ne s'appuie pas sur ces questions encore dans le flou ou parfois insuffisamment claires pour nous renvoyer dans nos buts. Alors, parmi les questions, on a une question importante qu'à mon avis il faudra retravailler, qui sont quid des conséquences des lois dites décentralisation, c'est-à-dire la loi MATAM, la métropolisation, la loi NOTRe, c'est-à-dire la compétence et la répartition des compétences dans les différents niveaux de collectivité locale, avec les compétences exclusives à certains niveaux. Et selon le secteur associatif dans lequel on intervient, on n'a pas les mêmes interlocuteurs et les mêmes niveaux de compétences. C'est pas pareil pour la culture, que pour l'environnement, que pour le sport, que pour l'éducation populaire, etc. Donc c'est une complexification, et en tout cas c'est pas clair toujours, notamment par rapport à nos interlocuteurs, d'autant plus que l'appareil d'État, comme les appareils communaux ou intercommunaux, sont en réorganisation, puisque la métropolisation implique que les villes qui sont dans la métropole mutualisent ou en tout cas réorganisent leurs services, et au niveau de l'État, le fait qu'il n'y ait plus que 13 régions à la place de 21 fait qu'il y a des regroupements de services de l'État aussi, sans que ce soit très clair, et sans d'ailleurs que ça se passe de façon aussi souhaitable que possible avec le personnel. Troisièmement, la logique de la règle des 4 P est une logique fiscale et qui reste dans la concurrence et dans la concurrence fiscale. Donc là, il y a aussi, à mon avis, même si à l'époque la règle des 4 P a été une avancée, à travailler sur les problèmes de fiscalité, parce que la fiscalité globalement n'avantage pas l'économie sociale et solidaire et n'avantage pas le monde associatif. Et cette logique de concurrence se retrouve également dans l'articulation entre le droit communautaire et le droit national par une confusion derrière les termes mis en avant entre ce qu'est une subvention et ce qu'est une compensation de services publics. Une subvention, comme c'est défini dans la loi ESS, c'est une somme d'argent attribuée arbitrairement, notamment à une association, sur une action, un objectif qui est défini par l'association, et normalement, y compris par rapport au droit communautaire, il n'y a pas de montant, alors qu'une compensation de service public n'intéresse une association ou une entreprise que quand il y a mission de service public, donc quand il y a délégation de service public,
et seulement dans ce cas-là. Ce qui fait que vous avez dans les textes, dans les annexes, toujours une clause qui est mise en avant dans je ne sais plus quelle annexe, une clause sur au-delà de 500 000 euros de subvention sur 3 ans, on passe finalement dans la concurrence, même si c'est l'État qui est chargé de contrôler que ça se passe bien comme ça, alors que normalement pour une subvention il n'y a pas de seuil de 500 000 euros. Donc on est là devant un problème qui est loin d'être clair. Si je le disais langage communautaire, je dirais le paquet Almunia ne s'applique que quand il y a service d'intérêt économique général. On reviendra dans le débat si vous le souhaitez. Quatrièmement, que veut dire une démarche partenariale si la rigueur s'accentue, si les associations sont la variable d'ajustement des budgets locaux, comme c'est de plus en plus le cas. Hier, j'ai reçu sur mon téléphone ou mon ordinateur un courriel de la Creuse qui dit en 2015, le département qui vient de changer après les élections de majorité a décidé de réduire les subventions de 50% et de les supprimer en 2016, notamment par l'emploi, les supprimer complètement en 2016. Donc des situations de ce type-là qui sont à la fois une articulation, si je puis dire, une alliance de la politique d'austérité et donc trouver des économies et de prise de position politique, parce que dans le cas de la Creuse, à mon avis, il y a les deux, vont se reproduire et c'est évident que dans ce cadre-là, même une bonne circulaire pour développer l'action associative posera des problèmes s'il n'y a pas les financements. Donc ça, c'est une question qui est tout à fait importante. Au plan plus politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charte d'engagement réciproque engage toutes les collectivités. Mais une circulaire est quand même du droit mou, si vous voulez, puisque c'est pas la loi. Ce n'est pas un acte législatif, ce n'est pas un acte réglementaire, même si effectivement on peut évoquer la circulaire devant la justice administrative. Donc, et de plus, si les collectivités locales peuvent s'en inspirer, elle ne vaut pas instruction pour les collectivités locales, elle ne vaut instruction que pour les services de l'État. Et elle ne vaut pas instruction pour les collectivités locales en raison justement de la libre administration des collectivités locales de par la Constitution. Donc, sa mise en œuvre de la circulaire dépendra de la capacité des associations à tous les niveaux territoriaux de créer un rapport de force. Alors un rapport de force, ça ne veut pas dire forcément la conflictualité et déchirer les chemises. Ça veut dire, y compris par la rhétorique, par le débat, par des manifestations, etc., faire en sorte que les élus locaux soient obligés de tenir compte de ce que souhaitent les associations, de ce que dit le gouvernement, de ce que dit la circulaire. Voilà, donc ça dépendra du rapport de force que les associations seront capables de créer à chaque niveau institutionnel, département, commune, région, communauté de communes, etc. Et les situations seront très différentes, parce qu'on a toujours, dans un cadre comme ça, puisqu'il s'agit simplement d'une instruction au sens large du terme, ce que j'appelle moi le fait du prince, c'est-à-dire la capacité de décision de l'élu au niveau considéré. Et si on n'arrive pas à convaincre l'élu ou le bureau municipal au niveau d'une municipalité, si on n'arrive pas à convaincre le maire, le bureau municipal, effectivement, on est devant un certain nombre de difficultés et devant des risques. Donc, nous avons toujours cette question-là. Et de ce point de vue-là, les orientations idéologiques, les orientations politiques joueront un rôle très important. Alors, nous avons, quand on regarde la situation, des exemples positifs où il y a un engagement pour un travail coopératif de co-construction avec les associations, mais aussi quand on regarde la carte aux crises qu'a mis en place sur le site le collectif, beaucoup plus d'endroits où nous avons des difficultés, où les associations ont des difficultés, et ceci dans tous les domaines d'activité.
Il y a une étude de recherche et solidarité avec qui nous avons été amenés à polémiquer un peu, qui dit que au moins 250 000 associations, tous secteurs confondus, sont en difficulté et risquent de disparaître. Une étude qui a été faite au premier semestre 2015. Voilà. Parce qu'au-delà du texte même de la circulaire, on est confronté à un certain nombre de faits très concrets, les réductions des subventions. Réduction des subventions avec, pour dire, mais puisqu'il y a moins d'argent public, aller vers le privé, donc appel au mécénat, à la philanthropie, alors que, moi j'ai des exemples très précis en tête, puisque j'ai participé à un conseil d'administration d'une association qui est essentiellement financée sur des crédits privés, des entreprises, et qui vient de licencier. Par conséquent, toutes les associations, y compris celles qui sont financées par le privé vers lequel on pousse toutes les associations, ont des difficultés. Deuxième élément, face à cette situation, la recherche par les multinationales d'un moyen de s'emparer tout le secteur associatif, et notamment tout le secteur social. Et là, je fais référence au Social Impact Bond, aux investissements à impact social, à l'entrepreneuriat social, et là aussi à l'appel à la philanthropie, au crowdfunding, à toutes ces questions-là. Et si vous suivez un petit peu ce que dit le CAC, vous avez vu que nous avons qualifié le budget 2015, le projet de budget 2016 plus exactement, de budget de changement de société vers une société de plus en plus marchande, vers une société de marché, comme diraient certains, avec des dispositions fiscales qui ne favorisent pas l'économie sociale et solidaire, qui ne favorisent pas les associations, qui ne favorisent pas le secteur non lucratif. Et je ne reviens pas sur ce que je disais sur les 4 P, mais on est quand même devant cette question-là, et c'est une question tout à fait essentielle. Et nous sommes confrontés, en tant qu'association, à une politique européenne ultralibérale qui accentue ces phénomènes. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a toujours pas de statut d'association européenne, de fondation européenne ou de mutuelle européenne. Si au contraire les instances communautaires poussent à développer l'entrepreneuriat social étant pour l'essentiel une entreprise de quelque nature qu'elle soit qui réinvestit une partie de ses bénéfices dans le domaine du social pour faire encore plus de bénéfices. Donc une définition tout à fait particulière de ce qu'est à la fois le social et de ce que peut être l'entrepreneuriat social. Et puis nous sommes confrontés à d'autres questions sur lesquelles on reviendra peut-être dans le débat, mais aussi à des questions de fond que pose la frénésie de négociation d'accords de libre-échange qu'ont les instances communautaires et les États membres au niveau européen. Alors bien sûr, on parle beaucoup du TAFTA, c'est-à-dire de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais il n'y a pas que celui-là, il y a également celui avec le Canada, le CETA, qui lui est plus avancé et qui pose les mêmes problèmes. Et puis, je suis en train de faire le bilan, là aussi, vous avez une dizaine d'autres de projets de négociation en cours avec un certain nombre de pays d'accords de libre-échange. Vous en avez avec l'Australie, avec la Chine, avec la Nouvelle-Zélande, avec les pays de l'ASEAN, c'est-à-dire les pays de l'Asie du Sud, avec le Vietnam. Vous avez l'Algérie qui réclame que l'on revoie l'accord justement de libre-échange avec l'Union européenne parce que les investissements européens ne sont pas en arrivée en Algérie comme ils le souhaitaient, etc. Et dans les débats que nous avons à mener, vous savez que David Cameron a promis un référendum pour savoir si le Royaume-Uni resterait ou quitterait l'Union européenne. Il fait du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, il fait de la signature du TAFTA, du CETA et de tous ces accords de libre-échange une condition sine qua non du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En tout cas pour défendre le oui dans le référendum. En tout cas, ou le in, parce que le référendum, ça sera in ou out. Mais enfin, bon, voilà.
Donc, on est confronté à des enjeux comme ça, et la circulaire Valls nous ramène à ce type également de débat à travers les problèmes de comment on fait la co-construction et comment on finance l'action associative. Et on voit bien qu'on est devant une situation où, pour employer un terme un peu courant, le turbocapitalisme que nous connaissons se transforme, et qu'il se transforme rapidement. Et que de ce point de vue-là, un texte comme la circulaire est un texte qui reflète un rapport de force et qui est forcément, à un moment donné, avec des avancées, mais aussi des manques, donc une certaine ambiguïté dans le contexte de ce rapport de force. Voilà, donc la question qui nous est posée, c'est comment on s'empare des aspects positifs pour essayer d'aller le plus loin possible dans le rapport de force que nous pouvons créer, puisque nous sommes devant une transformation de la société importante. Alors, face à cela, vous avez les sociétés qui réagissent. Tout à l'heure, Didier brandissait le répertoire des actions que peuvent faire des citoyens dans le domaine de l'écologie, etc. Concrètement, moyennant 5 euros. Et il y a plein de choses de ce type-là dans tous les secteurs. Alors là, c'est l'écologie, mais vous avez des choses comparables dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation populaire, bon, du sport. Voilà. Et la question qui nous est posée, c'est l'ensemble de ces mouvements, l'ensemble de ces actions, peuvent-elles se rassembler, s'agglutiner pour transformer la société dans un sens plus solidaire, plus coopératif. Alors il y a toute une série de questions qui nous sont posées derrière, avec des débats par exemple sur les biens communs, sur les communs, et la circulaire Valls est un élément de cette bataille. Et je pense qu'il faut le prendre comme un élément de cette bataille en utilisant tous les aspects nouveaux qu'elle nous apporte et sur lesquels nous pouvons peser, dont il faut s'emparer, et en sachant qu'il y a aussi un certain nombre de limites et que peut-être, même ces limites, on peut essayer de les renverser en posant un certain nombre de questions auprès des institutions à tous les niveaux, que ce soit du niveau européen au niveau local, pour faire sauter, y compris ces limites dans l'action des associations. Voilà, donc il ne faut pas négliger l'apport de la circulaire, il ne faut pas non plus en exagérer l'apport, mais il faut peut-être avoir une idée dynamique de la circulaire et voir comment nous nous en emparons dans cette dynamique-là. Voilà, je passe la parole à Didier, ou Didier la passe à Patricia, je ne sais pas comment. Alors,